Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde qui est dédiée à l'IA dans les prévisions, à la planification et le pilotage des flux. Donc c'est une table ronde qui s'inscrit dans le cadre du Before, c'est-à-dire que c'est une journée de conférences qui a pour thématique, on a choisi comme thématique les 4 révolutions qui vont transformer la supply chain. Et bien sûr, l'IA en fait partie. Donc pour traiter ce sujet, 4 experts autour de moi, 4 experts auxquels je vais demander de bien vouloir se présenter, en commençant par Hervé Galland. Hervé Galland, donc moi j'ai 40 ans d'expérience dans les métiers de la supply chain, à la fois dans l'industrie, dans le conseil, et dans la partie industrielle, j'étais vraiment dans le monde industriel avec des grosses pièces et très loin finalement de la distribution. Et je veux beaucoup travailler sur les flux d'informations, plus que sur les flux physiques. Donc tout ce qui est planification, dans toutes les acceptions de ce terme. Très bien, SNOP, tout ça. SNOP, MPS, capacité finie et compagnie. Merci, Guilhem. Guilhem Delorme, moi je suis associé de partner au sein de Argan & Co, un cabinet de conseil en management et transformation des opérations, et je dirige la branche Iris by Argan & Co, qui est une branche dédiée à la data et l'IA au sein du cabinet. Donc on est une équipe d'une 30aine de personnes, c'est profil de data analyst, data scientist, et on est là pour développer, concevoir et déployer des solutions data et IA pour les métiers d'opération et la supply chain en particulier. D'accord, très bien. Marc. Jean-Philippe, merci pour ton invitation. Donc je suis le dirigeant de DSIA. Je vais essayer de représenter les éditeurs sur cette table ronde. Donc DSIA est un éditeur spécialisé dans le WMS-TMS. Oui. On a rejoint assez récemment le groupe Prologistique. On est à peu près 800 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et justement, le rapprochement avec Prologistique s'inscrit dans cette logique de ces développements. Je suis convaincu que nos clients ont besoin d'acteurs pan-européens avec une force de frappe suffisamment large pour répondre à tous les enjeux, et en particulier les enjeux associés à l'IA. Merci. Bertrand. Bonjour, merci de m'inviter également. Donc Bertrand Néret, je travaille dans le centre d'excellence supply chain du groupe Saint-Gobain. Donc le groupe Saint-Gobain, c'est 48 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout 50 activités, près de 1000 sites industriels, 2500 points de distribution. Et des marques très connues. Et des marques très connues, alors en France, mais pas seulement, Placo, Point P, Isover, bien sûr toute la partie vitrage, Sécurite, etc. Et donc bien sûr beaucoup de challenges, beaucoup de problématiques différentes sur la partie supply chain et sur la partie intelligence artificielle et data. Merci. Alors Guilhem, en tant qu'expert de l'intelligence artificielle, quand on parle d'intelligence artificielle, d'IA, on parle de quoi précisément? Ouais, c'est effectivement une bonne question. Je pense que c'est utile de poser un peu les définitions. L'IA, c'est vrai que c'est un peu un terme chapeau, c'est un domaine en fait d'études. Si je peux faire un peu le parallèle, c'est comme si on disait la physique. Voilà, c'est un domaine un peu scientifique. Et à l'intérieur de ce domaine, en fait, il y a plusieurs branches, plusieurs courants. Une de ces branches-là, c'est le machine learning. Donc, c'est une approche, on va dire, mathématique pour répliquer des comportements auto-apprenants dans les machines. Et il y a une autre approche, et il y en a plusieurs d'autres, mais une autre approche qu'on appelle les systèmes experts, qui est vraiment opposée au machine learning. Les systèmes experts, c'est quoi? C'est pouvoir définir un certain nombre de règles qui vont être interdépendantes les unes des autres. Et si je donne un exemple concret, dans l'automobile, par exemple, ils utilisent ça pour tout ce qui est configurateur des véhicules en ligne. En fait, quand on va choisir des packs d'options sur un véhicule, il y a des contraintes. Une option peut être incompatible avec une autre. On définit des règles qui sont interdépendantes les unes entre elles, et donc ça fait une chaîne causale à la fin qui vous dit si le véhicule est faisable ou pas. Ça existe depuis 30 ans, ça. Et ça existe depuis assez longtemps, voilà, effectivement. Donc ça, c'est la branche système expert. Le machine learning, ça c'est plus récent, effectivement. Et à l'intérieur du machine learning, en fait, il y a différents types d'algorithmes, différents types d'approches. Une de ces approches-là, c'est par exemple tout ce qui est algorithme d'arbre de décision, algorithme de clustering, de classification. Donc ça, c'est des algorithmes qui vraiment ont des comportements très différents. Et il y a une autre sous-branche qui est ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning ou réseau de neurones, c'est essayer de répliquer les comportements du cerveau humain à travers des mathématiques, globalement. Donc c'est des neurones qui sont connectés les uns aux autres avec des calculs numériques qui se font. Et à nouveau, quand on ouvre la poupée russe, globalement, à l'intérieur du deep learning, c'est là qu'on va trouver les algorithmes de generative AI.
D'accord. Donc tout ce dont on parle beaucoup aujourd'hui autour de l'IA, c'est la generative AI, on en parle énormément. Et en fait, c'est une sous-branche du deep learning de manière générale. Et c'est des algorithmes qui sont en fait entraînés à continuer une phrase pour ce qui est des modèles de langage, ou à continuer une courbe quand on parle de modèles qui sont entraînés à faire par exemple des prévisions de vente. D'accord. Et ça, on alimente ça avec des données On alimente ça avec une variété de données, on entraîne ces modèles-là pour qu'ils soient capables de comprendre le passé, et ensuite on fait ce qu'on appelle l'inférence, la prédiction, en disant dans cette situation-là, qu'est-ce que tu me prédis? Voilà, donc c'est ça le but, et les modèles de langage, les large language models comme on les appelle, qui sont à la base de la generative AI, sont des modèles qui sont entraînés à continuer une phrase. Voilà. Alors, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça peut apporter dans le domaine de la supply chain? Est-ce que déjà aujourd'hui, concrètement, on peut assister à des avancées majeures ou est-ce qu'on en est encore au stade de la réflexion, Bertrand? Alors, ça peut apporter certainement pas mal d'avantages, en particulier, comme je vous disais, Saint-Gobain, il y a beaucoup de diversité dans les entités. On a la chance, depuis 2020, d'avoir une équipe Data Analytics au sein des équipes digitales qui est très musclée, très capée. Et donc, ça nous a permis, par exemple, sur 2 activités, bientôt 3, de développer nos systèmes sur des modèles particuliers à cette activité-là. Donc on a bien sûr d'autres activités, on va prendre des outils digitaux qui viennent du marché, mais là ça nous a permis de vraiment customiser, si j'ose dire, ce machine learning sur les datas de ces deux entités. Et en plus, comme on reste en interne, j'allais dire, on peut continuer à s'améliorer, on peut développer des use cases qui vont se déployer dans d'autres pays de cette même entité. Donc oui, ça apporte certainement quelque chose. D'accord, mais là on est vraiment en train de parler de machine learning, pour faire la distinction avec ce que Guilhem disait tout à l'heure, mais pas encore d'IA générative. Non, alors l'IA générative, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Oui, c'est machine learning. L'IA générative, alors comme je le disais dans un article des Échos la semaine dernière, en fait c'est un peu des statistiques sous stéroïdes pour justement, comme tu disais, terminer la courbe, etc. Là, pour l'instant, nous, on ne voit pas trop ça encore dans la partie prévision. Voilà. Donc, peut-être plus tard, mais pour l'instant, on reste assez prudent sur l'application de cette IA générative sur les prévisions. Sur les prévisions, oui. D'accord. Hervé? Oui, moi, les 10 dernières années, j'ai évolué dans un environnement de fabrication à la commande, dans le cadre de contrats cadres. Donc la problématique de la prévision n'avait pas une importance très capitale. Non, ce que je crois intéressant dans l'IA, c'est la puissance de calcul, la rapidité. On planifiait avant Excel, puis il y a eu Excel, puis il y a eu les APS, maintenant il y a l'IA. Donc à chaque fois, on fait un saut en matière de rapidité, de puissance de calcul, qui permet d'analyser beaucoup plus de données. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais il faut aussi des modèles prédictifs. Et ces modèles, il faut les construire. C'est de l'intelligence humaine, cette fois-ci. Donc, je crois qu'on est... Oui, on va pouvoir, comme tu le disais, on peut prolonger la courbe. Enfin, prolonger les courbes, on le faisait avant, y compris au crayon. Il y aura toujours des surprises. Je prends un exemple, le canal de Suez, quand il était bloqué par l'Evergreen. Personne ne pouvait le prévoir. Oui, et alors, si on imagine des moteurs très puissants pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, si tout le monde a à peu près la même logique, parce que les algorithmes, ils ont tous le même mode de pensée et de fonctionnement. C'est comme nos GPS. Tout le monde va prendre la même décision. Donc pour ça, je pense qu'après, il faut qu'il y ait une intelligence humaine pour vraiment prendre des décisions. Et ça, c'est vrai dans tous les sujets de supply chain, intelligence artificielle ou pas. On prendra juste les décisions plus rapidement, les bonnes et les mauvaises. Marc, donc vous nous expliquiez tout à l'heure que vous étiez justement en train de travailler sur ces sujets-là. De quelle manière Alors, peut-être, et j'ai bien aimé l'introduction de Guilhem, c'est que je trouve qu'on est un peu comme Monsieur Jourdain dans Molière, et qu'aujourd'hui, des systèmes intelligents, heureusement, ça existe depuis longtemps. Heureusement, lorsqu'on parle par exemple dans un gestionnaire d'entrepôt, la manière de ranger une matrice de stock,
d'optimiser en fonction du catégorie A, catégorie B, de gérer la matière dangereuse, des dates de limite de consommation. Tout ça, aujourd'hui, se fait avec des algorithmes déterministes, avec des algorithmes mathématiques. Et nos utilisateurs bénéficient déjà de systèmes, entre guillemets, intelligents. Donc, moi, mon message, c'est on vit aujourd'hui une accélération sur ces phénomènes. Oui. Et surtout, ce que je ressens, c'est que, et je vais prendre le même exemple de slotting, batching, picking. Hein, oui. Donc, vous avez un entrepôt, vous devez bien le remplir, organiser la manière dont vous allez lancer les ordonnancements et optimiser la préparation dans votre entrepôt. Oui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les nouvelles technologies nous permettent d'aller plus loin et surtout nous permettent d'être plus intelligents en raisonnant de manière globale sur ces différentes problématiques. Donc, mon message numéro 1, c'est effectivement, c'est en train de s'accélérer. Oui. Mais comme M. Jourdain, on fait de l'intelligence sans le savoir déjà depuis de nombreuses années. Deuxième message, et là aussi je rebondis sur l'introduction, c'est la data. Il y a une vraie aujourd'hui accélération sur la maîtrise et l'analyse de données. Nous, en tant qu'éditeurs, le choix qu'on a fait, c'est que tous nos produits aujourd'hui vont capturer et extraire tous les événements en temps réel, et on va alimenter à travers aujourd'hui des technos type Kafka, GCP, des data lake, data warehouse, qui vont être fondamentaux. Parce que tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui, pour pouvoir aller un cran plus loin et pour véritablement exploiter toutes ces nouvelles technologies, ça passe par un prérequis qui est la donnée. Donc, j'insiste là-dessus, mais en termes de démarche, et d'ailleurs, c'est ce qui était exprimé précédemment, le fait d'avoir eu des initiatives avec des data analystes, de capturer de la donnée, de construire ce socle est fondamental, aussi bien chez un éditeur, pour moi, que chez un client. Alors, on va essayer de voir et de comprendre aujourd'hui ce que l'IA peut apporter à la supply chain, peut-être en déclinant différentes phases de la supply chain. On commence peut-être par les prévisions. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'IA apporte quelque chose véritablement de concret? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des cas, sur des expériences réussies dans la matière? Oui, je pense que du coup, j'en ai cité une chez Saint-Gobain, mais effectivement, quand on pense au cas d'usage de l'IA ou du machine learning pour la supply chain, la prévision de vente vient tout de suite comme un cas évident. Alors évident, pas pour dire que c'est simple, mais pour dire prioritaire. Parce que c'est un cas d'usage qui est effectivement à très fort impact, ça tire tous les flux après, donc une bonne décision, une bonne prévision, ça a des impacts considérables. C'est aussi un cas qui est complexe, de multiples sources de données, des événements perturbateurs, comme on le disait. Et c'est un cas qui est numériquement complexe, c'est-à-dire que c'est un jeu de nombres où il y a beaucoup plus de nœuds et de points de prévision à faire que ce qui est absorbable par un humain. Donc il faut un système automatique pour pouvoir le faire. Et jusque-là, la réponse avait plutôt été des approches statistiques de prévision, enfin le modèle qu'on connaît tous, Twinters, Arima, etc. On s'appuie sur des historiques et puis on extrapole. On essaye d'extrapoler sur une courbe, sur la courbe du produit qu'on est en train de prévoir. Et là où le machine learning en fait permet d'apporter une vraie différence, c'est pouvoir prendre plus de sources de données, y compris des données externes, et c'est aussi de pouvoir apprendre de la masse, des similarités qui peuvent exister d'un produit à l'autre, d'une région à l'autre, des corrélations et des patterns qui en fait étaient juste pas faisables pour des modèles statistiques. Mais des fois il y a des corrélations fallacieuses aussi. Aussi, forcément. Donc c'est pas parfait, effectivement, mais c'est quand même des approches qui ont fait leurs preuves. Enfin, on peut dire qu'aujourd'hui, je pense que dans la prévision de vente, c'est devenu un cas mature pour la supply chain d'appliquer du machine learning pour ça. Et après, il y a plein d'approches, parce qu'on peut du coup dire, au sein du machine learning, j'utilise des modèles un peu d'éditeurs type Prophète de Facebook, ou ces modèles qui sont un peu sur étagère, que je vais pouvoir utiliser. Je peux repartir de zéro, vraiment repartir de très loin et entraîner mon propre modèle. Et maintenant, on a aussi des approches, on va dire, de modèles fondationnels, un peu à la ChatGPT justement, mais qui sont entraînés sur d'énormes volumes de données à continuer des courbes et qu'on peut appliquer quasiment telles quelles. Mais derrière ces approches-là, il y a vraiment des partis pris, il y a des plus et des moins à chaque approche. Il y a la facilité de configuration de l'autre côté, et puis il y a la performance de l'autre. Parce que globalement, nous, c'est un cas d'usage sur lequel on s'est lancé il y a 5 ans maintenant.
Là, on a une vingtaine d'entreprises qu'on a pu accompagner pour implémenter des algorithmes customisés de prévision de vente, avec des résultats assez bons. Hein. Globalement, on fait des sauts de performance. Sur l'ensemble des références, vous prenez des familles de références et vous appliquez l'IA sur... C'est un très bon point. Effectivement, en fait, on ne sait pas d'avance dire où est-ce que ça peut marcher bien ou moins bien. Et donc, on essaye en général de faire full scope au départ, et ensuite d'identifier peut-être les clusters de produits où ça va être le plus intéressant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, le but, c'est de gagner de l'accuracy à la fin. Et il y a des très bons gains. Enfin, selon les clients, on passe des gains de 5 à 15 points d'accuracy et une réduction du biais aussi. Ça, c'est important pour les stocks. Et en fait, en faisant ça, oui, il y a des poches où on va gagner beaucoup. Et il y a des poches où on va être à ISO performance, mais de manière beaucoup plus automatisée. On sauve du temps au demand planner aussi, au passage, dans la configuration des outils, dans le suivi des modèles statistiques. Et ça, c'est un avantage aussi parce que ça permet de libérer du temps au planner pour aller se concentrer sur des problématiques qui sont encore un peu mal adressées par le machine learning, par exemple les nouveaux produits. Oui, les nouveaux produits, par exemple, des promos, très promotionnels ou très événementiels, on va dire. Et puis aussi, du coup, apporter au passage toute la valeur ajoutée humaine qu'ils ont. Donc nous, on croit beaucoup à cette approche binaire, enfin pas binaire justement, mais complémentaire, où on va avoir le machine learning qui va permettre de faire un peu la queue de Pareto et tous les cas faciles pour la machine, et avoir le demand planner qui ajoute de la valeur ajoutée par-dessus. Et donc au final, c'est ça encore qui permet d'améliorer la performance encore plus loin que simplement le machine learning. Ça veut dire que le planeur a encore de beaux jours devant lui, j'allais dire. Le planeur a encore de beaux jours devant lui. Mais son métier risque quand même de changer un peu. Alors, je pense que comme dans beaucoup d'autres métiers de la supply chain pour lesquels on parle des 4 révolutions, aujourd'hui, ce que je trouve plutôt positif, c'est que ça va enrichir justement le métier de planeur. Prévisionniste, planeur. Voilà, prévisionniste, planeur, ce sont des rôles qui, depuis quelques années déjà, sont de plus en plus, on va dire, affichés, qu'on voit de plus en plus en tel sur LinkedIn, par exemple, et ça va l'enrichir. Et je confirme tout à fait ce que tu disais, Guillaume. Nous, sur les modèles dont je parlais, on a constaté 10 points d'amélioration sur la prévision du forecast, et c'est exactement ce que tu disais aussi sur le fait que ça permet une accélération du traitement de la donnée. Ça permet aussi... Oui, pardon, c'était sur une filiale particulière, enfin, c'est 10 points d'amélioration ou sur l'ensemble du groupe? Ah non, pas sur l'ensemble du groupe. Non, on n'a pas de forecast au niveau du groupe. Non, c'était sur une de ces activités, de ces 2 activités pour lesquelles on a mis en place un outil de forecasting fait maison. Et l'autre point que tu disais qu'on constate effectivement aussi, c'est que ça permet, avec cette puissance de calcul, avec cette rapidité, ça permet aussi on va dire sur les séries de données, d'identifier celles sur lesquelles on va apporter quelque chose avec l'IA, celles sur lesquelles on peut rester sur des modèles statistiques classiques. Et puis aussi, ce qu'on a vu, dernier point, c'est que, par exemple, sur les outliers, sur les pics, eh bien, chose qu'on ne faisait pas, enfin qu'on ne pouvait pas faire avant avec les modèles, eh bien, avec du machine learning, j'allais dire, il n'y a pas de magie, mais il va identifier des séries de pics auxquelles on n'avait pas pensé ou que les modèles précédents n'abordaient pas, et va en déduire une proposition. Et j'insiste sur le thème proposition, puisque je pense que la valeur ajoutée, pour répondre à ta question Jean-Philippe, la valeur ajoutée du planeur sera là, sera justement de valider ou pas les propositions de l'outil. Merci Marc. J'aimerais rebondir sur le propos de Bertrand, parce que je trouve qu'il est très intéressant, parce qu'il met en évidence que sur ces sujets-là, il n'y a pas forcément une réponse monolithique. On peut avoir différentes business units, différentes entités qui vont avoir une problématique donnée et d'autres qui vont avoir une problématique différente. Et pourquoi je rebondis, c'est que nous, en tant qu'éditeurs, sur ces sujets, on se rend compte que, j'ai parlé de la data, le client aujourd'hui veut avoir accès, alors qu'on est un opérateur en mode SaaS, à ces données, parce qu'il veut avoir la liberté de manipuler ces données. Et deuxièmement, l'approche qu'on a avec le groupe ProLogistic, c'est vraiment d'avoir des modules, et on va jusqu'aujourd'hui à se dire, on veut être agnostique. Je m'explique. Plutôt que de dire, on a fait nos choix de nos algorithmes déterministes, on a fait le choix
de tel modèle de deep learning. Le raisonnement qu'on a, c'est de se dire, à un moment, on va être capable d'exposer ce que j'appelle un dataset, donc un ensemble de données autour d'une problématique particulière. Ce dataset, on va laisser une liberté à notre client de dire « je veux prendre la solution sur étagère du groupe DSIA Prologistique, je la prends, mais pour telle et telle raison, par rapport à un métier particulier, je veux utiliser cette solution interne, cette brique venant d'un expert aujourd'hui qui maîtrise parfaitement la problématique, on va lui présenter ce jeu de données. Il va à un moment être processé dans un environnement particulier, comme l'indique Bertrand, parce qu'il y a une bonne raison de le faire. Et on va réintégrer le résultat et on va enchaîner sur les traitements dans le WMS, dans le système d'approvisionnement ou dans le TMS. Donc, en tant qu'éditeur, vous voyez, nous, on est dans une stratégie où on pense que de plus en plus, on est dans un informatique modulaire qui va offrir au client cette possibilité d'être interconnecté avec les solutions qu'il choisit. Avec une approche beaucoup plus holistique, j'allais dire, de l'entrepôt. Avec une logique qui nécessite quand même pour faire ça des technos pareil plus récentes, à travers des API, à travers l'exposition des données, à travers... parce que quand même tout ça doit à un moment être connecté et se parler. Mais effectivement, on est effectivement dans une informatique beaucoup plus modulaire. Certains appelleront ça à des moments des microservices, mais on est dans cette logique et je pense que ça correspond à ce qu'attend le marché. Hervé. Oui, moi je veux dire que par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est une chaîne d'information qui commence avec le prévisionniste, et on a parlé prévision fort bien tout à l'heure. Après, il y a le planificateur qui, lui, prend ces données. Et je pense que, je suis d'accord avec Bertrand et Guillaume, le planificateur va devenir encore plus important et ses compétences doivent être encore plus élevées, parce qu'il faut qu'il comprenne bien ce qui est en amont, à savoir la prévision, qu'est-ce qui sort de cette boîte noire où il y a de plus en plus d'IA. Et je pense de plus en plus, le planificateur il devient un garant d'un processus. Parce que tout ça, c'est bien, mais il y a des successions d'étapes et un processus. Et si les processus ne sont pas bons, IA ou pas, on n'aura pas les bonnes décisions à la fin. D'accord ? Et tout ça, ça sert à prévoir, à préparer le SNOP, qui est quand même l'instance où se prennent les décisions pour l'ensemble de la chaîne, et ce qu'on va fabriquer, quand et où. Et ça, ce n'est pas des décisions légères. Et plus il y a d'informations pour les prendre, plus ça rend le sujet délicat. Et il y a un petit risque. Moi, je vois deux risques, en fait. Le premier, c'est de déresponsabiliser les dirigeants en disant « oui, mais on fait confiance au système puisqu'il est plus intelligent qu'avant ». Donc là, il y a un risque de déresponsabilisation et vous verrez ça. Bon. Et le deuxième, c'est le risque de l'oscillation permanente. Parce que si on est connecté, comme tu disais tout à l'heure, avec un WMS pour optimiser la préparation des commandes ou je ne sais quoi, s'il y a en direct sur l'opérationnel, il va y avoir des oscillations qui sont néfastes en fait à la performance générale. Je pense qu'il faut de la stabilité à un moment dans le système. Et donc, qu'est-ce qui donne cette stabilité ? Ce sont les processus de planification, SNOP, MPS et compagnie. Alors, qu'ils soient alimentés avec des données de plus en plus intelligentes, tant mieux, mais rien ne remplacera l'intelligence humaine qui se met à cet endroit-là. Oui. Alors justement, ça mène ma question suivante. Est-ce que ça va justement apporter quelque chose au SNOP ? Est-ce que ça va faciliter l'émergence de l'IBP, par exemple, puisque ça va réconcilier finalement des données financières avec des données commerciales et manufacturières. Effectivement, en tout cas, pour rebondir aussi sur la question et sur ce qui a été dit par Marc, c'est que nous, on croit aussi beaucoup à cette approche très plateforme, où en fait, on va pouvoir récupérer les données de là où elles se trouvent, du transactionnel, globalement, de l'ERP, de l'APS, du WMS, et pouvoir les exploiter pour supporter les processus métiers. Et ça, c'est une approche que certains appellent la tour de contrôle supply chain, globalement, mais l'idée derrière, c'est une plateforme de données qui va aspirer toutes ces données, les mettre à disposition et pouvoir brancher derrière différents cas d'usage, machine learning ou autre. Et c'est une approche qui maintenant est assez mature, mais ce qui est nouveau, c'est de pouvoir intégrer le prédictif là-dedans. Donc de dire, je ne vais pas juste regarder dans le rétroviseur pour prendre des décisions, mais je vais m'aventurer à faire une projection, et qui peut la projection de vente, bien sûr, mais ça peut être une projection d'événements, ça peut être une projection de retard sur un approvisionnement. Une projection, donc, un aspect prédictif, et aussi la capacité à utiliser de la donnée qui est moins structurée qu'avant. Et jusque-là, tout le cœur du transactionnel de la supply chain a été sur la donnée structurée. Le job d'un planeur, c'est aussi beaucoup
de prendre les informations non structurées auxquelles il a accès, c'est-à-dire les échanges de mails qu'il peut avoir avec ses fournisseurs, avec ses clients, les comptes rendus de réunion, les prises de décision, et les refléter dans le plan structuré. Et en fait, cette boucle-là, non structurée vers structurée, là, elle va pouvoir être aussi facilitée par l'IA. Et l'IA générative, typiquement. Donc les Large Language Models, voilà, pour les nommer, vont permettre d'exploiter toutes ces informations textuelles peu structurées et très diffuses aujourd'hui, et de refermer une boucle qui aujourd'hui est très drivée par l'humain. Alors justement pas pour déresponsabiliser l'humain, mais pour l'augmenter en fait d'une certaine manière. Donc nous, du coup, cette approche-là, pour mettre l'humain au centre quand même, on l'a appelé le concept de supply chain copilot. Et ça veut bien dire que c'est l'un plus l'autre. Mais en tant que planificateur, j'aimerais m'assurer que le mail que je reçois d'un chef de produit par rapport à une promo et tout ça, que c'est lui qui l'a écrit, que c'est pas une chat GPT qui a répondu les standards. La transparence est importante. Ça, je pense que ça, c'est une question qu'on va se poser de plus en plus dans tous les domaines. Oui, et je crois que là, on touche aussi à un autre sujet, c'est que là, on est en train de parler dans les bornes de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est la propagation de ces signaux vers les fournisseurs, et puis aussi en provenance des clients, mais vers les fournisseurs, ça peut être extrêmement chaud. En fait, il y a forcément des enjeux de transparence, d'éthique, et même ça va être régulé et encadré, ces questions-là, parce que l'AI Act qui est passé au Parlement européen la semaine dernière encadre un certain nombre de risques associés au système d'IA, et dont, justement, force à révéler si on parle à une IA, typiquement. Donc effectivement, il faut avoir ça en tête, mais le bénéfice associé à ça, malgré tout, c'est que ça va permettre quand même d'accélérer un certain nombre de communications et de prise de micro-décisions, on va dire, et ainsi de donner un peu d'agilité à la supply chain. Remonter une chaîne client-fournisseur de 4 rangs aujourd'hui, c'est très long. Ça prend des jours, voire des semaines. Et aujourd'hui, on va pouvoir, demain, grâce à l'IA, on va pouvoir un peu réduire certains de ces cycles. Alors, je dis bien certains parce que ce ne sera jamais magique non plus. Et donc, il y a un certain nombre de décisions qu'il va falloir quand même prendre auxquelles l'IA n'aura juste pas l'information. Après le... Pardon. Oui. Je t'en prie. Brièvement, on en arrive à si on extrapole un peu, c'est des ordinateurs qui se parlent entre eux. Ils s'envoient des signaux, c'est généré par l'IA, c'est traité par un autre. C'est des ordinateurs qui prennent des décisions. Ça existe déjà, c'est le machine to machine. Oui, mais je voudrais être quand même un peu rassurant par rapport à ton inquiétude et illustrer ça par un cas très concret qui démontre que l'intelligence artificielle, que les modèles d'IA générative, dans un cas de la supply, peut être vraiment au bénéfice des salariés et de l'organisation. Aujourd'hui, nous, on propose un produit qui s'appelle Prologistic Notification et qui est un outil qui permet de craquer le sujet de la prise de rendez-vous. Comme on le sait tous, quand vous avez une flotte de camions, vous devez programmer des rendez-vous pour une livraison à un client particulier dans le B2C. Aujourd'hui, vous avez des centres d'appel avec des collaborateurs, collaboratrices qui passent leur temps à appeler les gens au téléphone, à faire de la prise de rendez-vous. Donc vous voyez, on est sur un métier qui est quand même à valeur ajoutée limitée, qui est difficile pour les collaborateurs, parce que vous appelez, vous dérangez tout le temps la personne, vous devez prendre un rendez-vous. Et nous, on a une solution aujourd'hui qui va, à travers une plateforme multicanaux, faire de l'envoi d'emailing, du SMS, avec justement toute cette intelligence générative qui va gérer la conversation, et à travers cette plateforme, sans intervention humaine, vous allez pouvoir confirmer ou infirmer le rendez-vous. Et on a également donc un moteur de vocal qui s'appelle Louisa. Et Louisa appelle la personne et lui dit voilà, on a prévu une livraison demain matin entre 10h et 12h, est-ce OK pour toi? La personne répond au téléphone comme si elle parlait à un humain. Et le système va, exactement comme le disait Guillaume, on est dans une logique de supply chain copilot. Ça veut dire que tous les cas simples, tout ce qui marche simplement, tout ce qui a fait que c'était fluide, se fait de manière totalement automatisée. Et par contre, on va utiliser l'humain, toujours dans le même call center, mais qu'on va avoir réduit de taille, pour gérer les cas complexes où le truc n'a pas fonctionné, où on avait un problématique particulier de livraison. Donc, je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui démontre que c'est pas de la science-fiction. Ça peut être mis en œuvre en quelques jours et on est au cœur de tout ce qu'on a évoqué à travers de l'IA générative.
Et c'est vraiment au bénéfice des collaborateurs, parce qu'on retravaille un métier. Et puis c'est également au bénéfice de nos clients donneurs d'ordre, parce qu'on a fluidifié un truc qui était fait un peu à l'ancienne et qui n'était pas optimal. Donc j'entends, et je suis le premier parfois vis-à-vis de mes clients à leur dire attention, il y a des choses plus pour demain ou après-demain, mais il y a quand même des exemples très concrets qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, où là on est dans le cœur de ce qu'on a abordé là, durant cette conférence. Bertrand, tu voulais juste... Oui, alors je reviens juste sur la partie un peu prévision SNOP. Moi, ce que je trouve assez enthousiasmant, c'est ce dont on a parlé, ce rôle un peu des planeurs, du prévisionniste, ou même, allons-y, du SNOP manager ou du IBP manager. C'est qu'on avait coutume de dire qu'il fallait avoir deux parties du cerveau, une partie analytique et puis une partie être capable d'interagir avec le marketing, avec le commercial pour valider les données. Je pense que demain, il y aura aussi toute cette partie, si j'ose dire, curiosité. C'est ce dont tu parlais avec Guillaume, avec toutes les données, toutes les variables exogènes qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus pour analyser ce que nous propose le modèle. Donc, ça veut dire la météo, les réseaux sociaux. Pourquoi pas. Ouais. Alors dans une optique plus achat, on a essayé des modèles, qu'on a en place maintenant pour des analyses de risques fournisseurs, mais on peut tout à fait commencer à l'appliquer sur la supply chain et la prévision, où on va se servir sur de multiples sources de données. Et puis on apprend très simplement et on demande aux personnes, et ça c'est ce qu'on a fait déjà, c'était en 2016 chez Saint-Gobain, sur une logique d'évaluer les fournisseurs, où on demandait des tas de variables exogènes et les acheteurs devaient juste répondre sur un modèle, est-ce que l'information est pertinente, utile ou pas. Donc c'était oui, non, oui, non, oui, non. Et le modèle s'est entraîné assez rapidement et est devenu très utile. Voilà. Donc ça, c'était sur les achats. Mais c'est pour ça que je suis confiant dans le rôle de l'humain demain. C'est que ce rôle va encore plus s'enrichir avec de la curiosité. Et puis, ce qui est clair, chez nous, dans nos équipes data digitales, c'est que c'est une fantastique aide à la décision, tous ces outils qui viennent nous aider, et pourquoi pas demain aussi regarder un peu avec l'IA générative, même si aujourd'hui on ne s'en sert pas. Mais pour nous, à ce stade, ça ne doit rester qu'une aide à la décision, pas une prise de décision. Pourquoi ? Parce qu'on joue quand même, en dramatisant un petit peu, on joue quand même l'avenir du business, le futur du business. Et déjà, la moindre des choses, c'est qu'il faudrait être capable d'expliquer pourquoi le modèle nous prévoit quelque chose auquel nous n'avions pas pensé. Parce que si c'est quelque chose auquel on avait pensé, les gens seront en droit de dire pas besoin de modèle, puisque c'est exactement ce à quoi on pensait déjà sans modèle. Donc il y a ce côté aide à la décision, oui, prise de décision, non. En tout cas pas pour l'instant. Et je termine sur la partie data, parce que je pense aussi en termes de rôle, ça va aussi mettre en avant beaucoup de rôles sur la data, parce que la donnée qui se multiplie de manière, je sais pas quelle... Exponentielle. Voilà, exponentielle, on va dire exponentielle. Je ne sais pas s'il y en a une qui va encore plus vite qu'exponentielle. Mais ça va générer des besoins de maintenance de la donnée, de vérification de la donnée, parce que les sources... Et de propriété de la donnée aussi, peut-être. Et propriété de la donnée, tout à fait. Parce que c'est un véritable challenge. Je pense qu'il y a un aspect très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ça permet aussi de déceler plus facilement des comportements déviants. Exactement. Notamment tout ce qui est le bullwhip effect qui se propage. On peut le détecter peut-être plus vite grâce à l'IA, et ça c'est important. Donc je pense qu'on a parlé en fait à deux niveaux. Suivant nos échanges, il y a le niveau opérationnel,
où évidemment c'est automatise, c'est plus rapide, c'est ce que tu expliquais avec la prise de rendez-vous et tout ça. Un cas facile, hein, voilà. je reconnais. Non, mais ça, j'y crois à fond, parce que là, on est en train d'accélérer, d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Puis après, il y a l'étage, et c'est un peu le propos de Bertrand et le mien, l'étage de la planification, l'étage tactique dans la fameuse pyramide. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à voir, et je suis 100% avec Bertrand, c'est de l'aide à la décision. La décision, elle doit être encore sur les managers business. Non, je suis très aligné avec ça aussi dans le pilotage, mais je pense que quand on regarde aussi la transformation qui est en train de s'opérer avec l'IA générative, il y a un niveau encore plus bas, on va dire, dans la pyramide, l'opérationnel, mais l'opérationnel que chacun fait au quotidien. Parce qu'en fait, on évoque, et c'est facile d'évoquer un peu les cas d'usage qu'on identifie de manière assez... au niveau d'une fonction, on se dit, bah voilà, un demand planner, il a besoin de centraliser tel type d'informations, de sortir la prévision, etc. Donc c'est facile d'identifier des cas d'usage potentiels de l'IA. Puis après, bah voilà, faut faire son projet, sa roadmap pour les mettre en place. Ce qui est nouveau avec l'IA générative, c'est que ça donne quand même le potentiel à tout le monde de développer des choses. On n'a plus besoin d'être développeur, d'être codeur pour pouvoir entraîner un modèle ou faire des choses de manière automatisée. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et c'est transformationnel dans l'organisation aussi. Ça peut être un peu comparé à ce qui s'est passé quand Power BI est arrivé sur le marché pour la data visualisation et l'analytique. Le parti pris de Microsoft, c'était de dire, je veux une solution qui peut être mise dans les mains de tout le monde. Voilà. Et qui va être robuste et que dans les métiers, chacun va pouvoir développer ses propres dashboards. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'IA générative, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ce type d'outils pour optimiser ses propres tâches au quotidien. Et ça va rajouter de la fluidité et de l'agilité dans la supply chain aussi, au passage. Et c'est difficile à... Enfin, c'est complémentaire, je pense, à cette approche un peu top-down où on fait émerger des cas d'usage et on les traite en projet. Il faut aussi cette approche un peu bottom-up où on va pouvoir mettre l'outil dans les mains de tout le monde et il va se passer des choses. Et ça va faire émerger des comportements et c'est difficile de savoir lesquels et c'est tout le but. Ouais, c'est un sujet, on a le sentiment qu'il va se passer plein de choses, mais on a encore du mal aujourd'hui vraiment à voir de quelle manière ça va se matérialiser. Comme le dit Hervé et Bertrand, à la fin de la journée, c'est quand même un marché qu'on va adresser, des clients qu'on veut livrer, où on n'a pas le droit de se planter. Donc je comprends aussi à un moment une certaine précaution par rapport à des problématiques d'exécution, parce que c'est quand même, on est dans des métiers où c'est ce qu'on nous demande. Le premier juge de paix, c'est la capacité à délivrer en temps voulu, au bon endroit, que ça soit dans la planification ou dans l'exécution logistique. Donc il y a à un moment un bon équilibre à trouver, que j'entends. Je vois souvent dans les entreprises, il y a des patrons visionnaires qui ont un coup d'avance. Et ce coup d'avance-là, il va être en phase avec ce que pourra produire des modèles d'intelligence artificielle ou pas d'ailleurs, mais ce que les experts spécialistes peuvent dire, lui, il aura un coup d'avance et il y aura forcément un besoin d'alignement où il faudra dire bah non, je ne crois pas à vos salades, ma vision c'est ça, et parfois c'est un coup gagnant. Et à contrario, je pense que les outils mathématiques qu'on vient d'évoquer peuvent aider également un visionnaire justement à identifier des éléments de transformation où on aurait été moins rapide dans le diagnostic de ces éléments. Donc je pense que... Quel regard vous avez en tant qu'expert sur l'IA vis-à-vis des APS qui intègrent de l'intelligence ou qui disent ou qui prétendent intégrer de l'intelligence artificielle dans les outils? Oui, alors je ne vais pas dire prétendre quand même. Moi, je ne parle pas d'APS. Donc... effectivement, mais je pense que les APS, en tout cas, à ce stade, comme je disais, le cas le plus mature, c'est vraiment la prévision de vente. Et il y a effectivement plein d'APS qui aujourd'hui proposent des modèles de machine learning. Et souvent, c'est dans une approche un peu comme tout APS, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose de configurable, donc qui est répétable d'un client à l'autre au maximum, qui standardise un peu les fonctionnalités, et on va ajuster des paramètres pour que ça marche. Ça fonctionne dans plein de cas, mais ça a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller l'emmener jusque là où on voudrait l'emmener, par exemple pour prendre des sources de données vraiment uniques à votre secteur ou à votre entreprise, pour aller traiter des cas très particuliers. Et donc, on a la facilité de la configuration et de la disponibilité, mais on a la limite de la non-customisation. Voilà. Donc, voilà, il faut quand même distinguer, parce que le côté algorithmique, il est facile de dire « j'utilise tel algorithme de machine learning », du côté data science, où, en fait, c'est pas l'algorithme qui compte, mais c'est comment on va l'alimenter.
Et c'est le travail du data scientist de construire ce qu'on appelle les features, normalement, les colonnes de données qui vont être données au modèle, pour que ça ait le maximum de sens et que ça puisse traiter les cas qui sont intéressants pour le business qu'on est en train de traiter. Voilà, donc il y a vraiment cette distinction à faire. C'est pas pour dire que l'un est mieux que l'autre, c'est des besoins différents. Voilà. Et c'est pas incompatible si justement l'éditeur, à un moment, met à disposition son dataset pour un moment rebondir sur un autre. Et c'est vraiment le cœur de cette approche plateforme. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir combiner tout ça dans un ensemble de cas d'usage qui vont se parler et qui vont se compléter les uns les autres. Exactement. On a parlé du tactique, on a parlé de l'opérationnel. Est-ce qu'il y a des applications au niveau stratégique? Je pense par exemple au network design. Est-ce que c'est des cas d'usage que l'on verra bientôt avec l'IA, où il s'agira de modifier peut-être les implantations de sites, d'entrepôts? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors je pense que network design, ça c'est un sujet que Argon fait depuis des années, effectivement. Mais c'est un sujet d'optimisation, effectivement, avant tout. Donc est-ce qu'on range l'optimisation dans l'IA? C'est un autre débat. Mais pour le coup, oui, c'est des approches qui sont assez matures aujourd'hui, malgré tout. Après, aller jusqu'à se dire, est-ce que dans une phase de network design, je vais pouvoir prendre en compte des signaux faibles qui remontent à droite et à gauche pour influencer ma prise de décision à 5 ou 10 ans? Je pense qu'on n'en est pas encore là, très honnêtement. Mais effectivement, dans l'horizon opérationnel et tactique, oui, il y a une vraie maturité. Oui, par exemple, en prenant en compte, je sais pas, des facteurs de risque, par exemple, des tensions géopolitiques, par exemple, ou des risques de rupture d'approvisionnement. Enfin, voilà, ce que j'ai appelé les signaux faibles, effectivement. Et c'est complexe, effectivement, comme sujet. Et en fait, un peu les modèles, il faut quand même les alimenter aujourd'hui. Et l'IA un peu omnisciente qui est connectée à tout, ça n'existe pas encore, heureusement. Mais donc, il faut quand même faire le choix de qu'est-ce que je lui montre à voir. Du coup, en faisant ça, on introduit aussi un biais dans la prise de décision, etc. Donc, sur des dimensions stratégiques, c'est un peu à double tranchant, je pense. D'accord. Alors, je me tourne vers Hervé, parce que je crois que nous avons des questions en régie. Hervé, rebonjour. Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Alors une question très précise et très pratique. Pour les prévisions, quelle approche IA adopter dans le domaine des pièces détachées dans l'aftermarket de type secteur automobile ou aéronautique? Alors effectivement, c'est très précis. On va peut-être laisser... Ouais, moi je vais faire un premier niveau de réponse, mais effectivement la complexité... Ce qu'on aime bien faire dans ces cas-là, c'est avoir une visibilité du parc installé. C'est vraiment le point d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se dire qu'est-ce qui est en train de rouler ou en train de voler, selon le secteur, et qui va tirer le besoin de pièces détachées. Et ensuite, on va enchaîner plusieurs cas d'usage derrière. On va enchaîner un cas d'usage qui va permettre de détecter les pannes potentielles, le taux de rotation qu'il va y avoir au niveau des pièces. Ensuite, un algorithme qui va prendre ça pour ensuite faire une prévision de demande, et ensuite mettre cette prévision de demande dans une gestion de stock. Donc en fait, on est obligé, pour répondre à cette question, de combiner plusieurs briques élémentaires qui ont chacun leurs approches et qui ont chacun un peu leurs biais et leurs inaccuracies aussi. Donc c'est pas facile à adresser comme cas parce que c'est complexe d'enchaîner ces pièces de bout en bout. Et au final, à la fin, ce qu'il faut mesurer, c'est le taux de disponibilité de la pièce. Voilà. Donc on n'est pas sûr, quand on se lance dans ce type d'approche, que l'empilement de ces briques-là va faire mieux que de piloter juste le signal tel qu'on le voit de la sortie des pièces. Et donc ça vaut le coup, dans ça, d'avoir des approches empiriques, de tester, se dire est-ce que ça peut être mieux ou pas. C'est un sujet qui... Oui, c'est un sujet que j'ai rencontré. Et en fait, la difficulté, c'est la demande intermittente. C'est des séries de 0, puis un 1 ou un 3 tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi, on l'apprend après. Et ça, les algorithmes habituels de calcul de gestion de stock sont impuissants. Il y a d'autres méthodes, SMART, la méthode SMART Hillman, mais bon, on rentre dans de la recherche opérationnelle ou du doigt mouillé. Nous, on voit ça sur... alors, on a une de nos activités qui fournit les vitres automobiles vitrage automobile de remplacement, pas en première monte chez les OEM. Et donc, on voit ça alors depuis déjà plusieurs années sur l'importance de facteurs exogènes comme la météo, pour être très concret. Lorsqu'il y a le dégel en Europe centrale, ça produit beaucoup de gravier ou de sel et ça fait beaucoup de bris de pare-brise. Plus récemment, on essaye de voir aussi la corrélation entre les évolutions du marché automobile, j'allais dire de la première vente, donc l'âge moyen du parc automobile et l'impact que ça a sur les remplacements sur les vitrages automobiles. Et après, là où je pense demain,
l'IA et machine learning pourront nous aider, c'est qu'on va avoir des informations de plus en plus fines, puisque nous avons des réseaux de monteurs de pare-brise de remplacement par géographie, au sein d'un pays, sur les différentes sous-géographies du pays, etc. Donc je pense qu'on est en train petit à petit de générer la donnée qui va alimenter ces modèles plus tard. Et si je peux me permettre, je pense que c'est exactement la même chose qui va se passer sur la network optimization dont on parlait juste avant la question. On est encore, si je prends une échelle peut-être plus longue de temps, on est encore dans la période où on a ces modèles de network optimization, soit par des outils en propre. Chez Saint-Gobain, on utilise un outil du marché, mais peu importe. Je pense que nous sommes encore dans la phase où nous sommes en train de générer beaucoup de données, beaucoup de use cases, et je pense que demain, sur cette network optimization, l'intelligence artificielle nous permettra de savoir mieux exploiter, mieux prédire. Nous n'en sommes pas là encore aujourd'hui, mais je pense que l'accumulation de ces use cases depuis quelques années, peut-être encore pendant 5-6 ans, je ne sais pas, va générer une masse critique de données qui vont devenir exploitables par des modèles d'intelligence artificielle pour nous aider à mieux prédire ce que pourrait être l'implantation de tel entrepôt là ou ici, etc. Avec les facteurs exogènes dont tu parlais. Et la démarche empirique proposée par Guillaume, qui consiste à sérialiser la problématique, la découper, avoir une notion de proof of concept, pilote sur chacun de ces éléments-là, va permettre de se dire à un moment, tiens, vraisemblablement, il me manque tel élément, et on va collecter de la donnée complémentaire. Et puis éventuellement, on va avoir un de ces éléments-là, où là, on a craqué grâce au modèle une des problématiques. Du coup, on ne va pas répondre grâce à un truc full automatisé à l'ensemble de la question. Par contre, on va avoir, grâce à ça, 2-3 éléments de réponse sur lesquels, là, on sera quand même pas sûr à 100%, mais quand même avec un très bon niveau de sécurité sur la réponse fournie. Et au fil du temps, cette démarche empirique fera qu'on va monter en expertise. Hervé ? L'IA va-t-elle supplanter la recherche opérationnelle dont le but est d'optimiser mais aussi d'aider à la décision ? Guillaume ? Ouais. Effectivement, je pense pas. Honnêtement, c'est des domaines qui sont vraiment complémentaires. Et la problématique d'optimisation, il y en aura toujours. Et c'est pas des problématiques auxquelles la machine learning répond bien. Donc, si on choisit de mettre l'optimisation sous le domaine de l'IA, alors oui, la réponse est oui. Si par contre on considère qu'effectivement que la recherche opérationnelle, ça fait pas partie du monde de l'IA, c'est complémentaire, complètement. Donc voilà, toutes les questions, je pense que vous en faites beaucoup de l'optimisation sur tout ce qui est WMS, TMS, même dans l'organisation de flotte, la gestion de flotte, c'est primordial. Et ça, c'est pas des problématiques que le machine learning peut traiter. C'est pas fait pour ça, effectivement. Alors, et moi j'ai presque envie de dire que c'est presque l'inverse, c'est que normalement les problématiques qu'on est amené à traiter peuvent s'enrichir. C'est-à-dire que il y a un moment, moi j'oppose pas les modèles déterministes avec toute la démarche qu'on a aujourd'hui sur l'analyse de données complémentaires. Il y a un moment, on a envie de prendre le meilleur de tous ces deux mondes. Et moi, je me rends compte, pour discuter avec différents acteurs du marché qui aujourd'hui justement ont un savoir-faire, une expertise très orientée deep learning, qu'on a des conversations intéressantes, parce qu'il y a un moment dans la réflexion sur la partie métier, celle qu'en particulier Hervé précisait, et avec notre connaissance de plus de 30 ans, on va dire, mais attention, il y a telle contrainte, tels éléments complémentaires à prendre en compte, et il y a bien justement une richesse d'une approche combinée. Oui, et puis effectivement, c'est aussi très complémentaire parce que avant d'optimiser, il faut savoir qu'est-ce qu'on optimise. Et donc, on peut tout à fait imaginer des systèmes où on a du machine learning qui va faire le côté prédictif et essayer de tirer le trait, et ensuite l'optimizer derrière qui va pouvoir boucler la boucle et dire qu'est-ce qu'il faut faire opérationnellement pour que ça soit optimal d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue coût, etc. Et ça, c'est des logiques qui n'existent pas du tout aujourd'hui dans les APS. Ah oui, d'accord. Ok. Hervé ? Quelles sont les solutions pour ne pas tomber dans une certaine complaisance vis-à-vis de l'IA ? Comment rester vigilant et vérifier la véracité des données de sortie ?
C'est Hervé qui va répondre. Je crois que le mot, la réponse est dans la question. Vigilance. Comprendre un peu ce qu'il y a dans la boîte noire. Pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. C'est pour ça, je reviens sur ce que disait Bertrand, la qualification du planificateur, du SNOP manager, sont encore plus importantes qu'auparavant. Oui, et puis effectivement, après, il y a des IA qui sont plus ou moins explicables. Des IA qui sont plus ou moins explicables. Et donc, effectivement, comprendre comment fonctionne un réseau de neurones ou pourquoi l'IA générative vous a sorti cette phrase-là plutôt qu'une autre, c'est très compliqué, voire infaisable. Par contre, il y a des domaines où c'est beaucoup plus explicable. Quand on prend le machine learning pour faire du clustering ou pour faire des arbres de décision qui vont être utilisés à la prévision de vente, par exemple, c'est très explicable. Le modèle, on sait ouvrir le capot et dire, quand il a prédit tel point-là, il a fait attention à telle variable, telle variable, telle variable. Et donc, il y a des facilités techniques, faisabilité technique en tout cas, pour donner de la visibilité sur ce que le modèle fait, dans certains cas et pas dans d'autres. Et je pense, pour compléter, justement, alors peu importe que ce soit la prévision ou d'autres sujets de la supply chain, je pense qu'il y aura aussi l'intelligence, si j'ose dire, de prendre en compte l'impact généré par cette proposition ou cette décision, et de la même manière que s'il s'agit d'un impact, j'allais dire, très important pour l'entreprise, ça semble tout à fait naturel de vouloir être capable d'expliquer, d'ouvrir le capot, comme tu dis, Guillaume. Et par contre, je trouve ça très bien que sur des sujets peut-être moins impactants, moins à risque, on laisse les gens essayer d'exécuter la proposition de l'IA, sans, j'ose le dire, dans des cas à impact limité, en se disant, j'essaye. Voilà. Et après, c'est de ces essais que vont se bâtir justement sur les croyances ou les fiabilisations de tel ou tel modèle. Je pense qu'il faut avoir cette dimension aussi impact pour ne pas être borné ni dans un sens ou dans l'autre. On ne peut pas croire à la magie de l'IA sans aucune étude d'impact, mais de la même manière, il ne faut pas rester arc-bouté sur tant que je ne comprends pas, je ne fais rien. Voilà, il faut regarder l'impact. Et pour rebondir, vous débutez dans l'alpinisme, vous n'êtes pas obligé de commencer par l'Everest face nord. Et donc j'ai pris tout à l'heure mon exemple de prise de rendez-vous. Je vais donner un deuxième exemple très simple à comprendre. Vous prenez une application télématique pour quand vous êtes vous avez une flotte à nouveau de camions, vous avez des chauffeurs. Aujourd'hui, de plus en plus, on est dans des logiques pan-européennes, avec des chauffeurs qui vont avoir des pays d'origine, des langues qui peuvent être différentes. Et bien, un exemple où on a un bénéfice direct de l'intelligence artificielle générative, c'est que votre application, elle va être proposée tout de suite en 50 langues. Vous avez un chauffeur qui, à un moment, préfère utiliser une application Android sur un terminal radio avec sa langue naturelle. Et nous, aujourd'hui, on propose déjà nos applications dans, je ne sais plus, c'est 50 ou 60 langues. Et le chauffeur, il va avoir directement une application avec le bon langage. Donc, on est dans l'intelligence artificielle. On est en plein dedans. Mais par contre, c'est très opérationnel, très concret, il n'y a pas de prise de risque majeure et ça fonctionne. Comment vous voyez l'avenir ? Comment vous voyez l'avenir de l'IA et quels sont les sujets sur lesquels l'IA va véritablement apporter quelque chose de concret dans les 5 ans qui viennent là ? Ouais, moi, je vais revenir vraiment à cette double approche tirée par l'opérationnel de dire il faut que les opérationnels apprivoisent cette technologie et ça passe, je pense, par le fait de mettre un ChatGPT sécurisé globalement dans les mains de tout le monde, que la potentialité de la technologie soit un peu vue par tout le monde et que ça donne des gains, parce qu'il y a beaucoup de gains très accessibles, d'augmenter la productivité des collaborateurs, etc. Et donc ça, c'est une étape qui peut être démarrée tout de suite et qui est très accessible techniquement. Par contre, c'est transformationnel pour l'organisation. Il y a beaucoup de change management, de coaching qu'il faut faire. Et puis en parallèle, il faut se dire, moi, pour mon organisation, quels sont ces cas d'usage à très forte valeur ajoutée, qui vont être différenciants souvent par rapport à mes concurrents, et qui vont aussi augmenter les capacités de mon backbone transactionnel. De se dire, par rapport, moi, à ma roadmap
SI, IT, à ce que j'attends de mes éditeurs, qu'est-ce que j'attends de mes éditeurs et qu'est-ce que je pense pouvoir faire moi et qui va être différenciant et à amener plus de valeur. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que le domaine va très très vite. Ouais. Les nouvelles technologies qui sortent, des LLM, il en sort à peu près un tous les 2 semaines en ce moment. Il n'y a pas que les LLM. Et donc effectivement, il faut pouvoir avoir cette agilité aussi de se dire je peux réagir aux nouvelles technologies. Et donc ce qui est vrai aujourd'hui et faisable aujourd'hui, ne sera peut-être pas vrai dans un an du tout. Donc construire cette capacité en interne, l'équipe data, l'équipe IA, c'est primordial pour pouvoir se donner cette flexibilité, de pouvoir réagir à ces changements technologiques et aux changements de roadmap SI. Pour poser les bases et se préparer au changement, quoi. Oui, tout à fait, et pour faire un certain nombre de cas d'usage qui sont accessibles aujourd'hui. Voilà. Oui, moi je serais tenté de dire que, je suis optimiste comme d'habitude. Non, mais j'ai vu arriver Excel, puis les APS, puis maintenant l'IA dans tous ces processus. Donc à chaque fois on franchit une étape importante. Je crois par contre qu'il faut être vigilant sur un point, c'est que c'est des problèmes de riches. Ça. Il n'y a que des grandes structures, Saint-Gobain, probablement les clients d'Argon, qui peuvent vraiment faire des tests et développer ça. Il y a une myriade d'entreprises beaucoup plus petites qui n'ont pas encore d'APS. Et pour qui la première étape reste à franchir. Donc je pense que comment faire en sorte que les inégalités face aux problématiques de prévision n'aillent pas croissant, parce que certains iront plus vite grâce à l'IA, alors que d'autres continueront dans un train-train à la mesure de leurs moyens. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, Hervé. C'est pour compléter ce qui a été dit, moi je vois avec la boule de cristal un avenir aussi beaucoup plus collaboratif grâce à l'IA. Ça n'exclut pas la vigilance bien sûr, mais je pense qu'il y a une opportunité pour plus partager avec l'IA, et ça fait lien avec ce que tu viens de dire, Hervé, sur les entreprises qui n'ont peut-être pas forcément autant de moyens que les grosses, mais pour autant qui font partie du tissu économique avec lesquels nous travaillons, que ce soit des fournisseurs de fournisseurs, des prestataires de services, des clients de clients. Donc j'espère un avenir collaboratif, plus collaboratif avec l'IA. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens qui sont digital natives. Oui. Et puis l'avenir de l'IA, c'est peut-être aussi la démocratisation de l'IA. Exactement. Marc, à travers des applications relativement simples d'ailleurs. Comme ça que je citais, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a différents enjeux avec des problématiques plus ou moins critiques par rapport au métier et à l'exécution supply, les notions de vigilance qui sont évoquées, et par contre des choses très pratico-pratiques, pragmatiques, qu'on peut mettre en œuvre très rapidement et sur lesquelles on va quand même avoir un retour sur investissement qui est là quand même très rapide, et ça serait quand même bien bête de ne pas se dire tiens là j'ai moyen d'avoir un meilleur service à mes clients, d'avoir des salariés où je réduis les tâches pénibles sans valeur ajoutée, et où en plus à la fin, je peux même un peu gagner d'argent. Donc pareil, je vais citer un exemple. Si vous avez des outils plus évolués, où vous pouvez rajouter des niveaux de service, rajouter des services à valeur ajoutée, en plus vous créez de la valeur. Donc mon point de vue, c'est d'être très pragmatique par rapport à ça, avoir la vision, et effectivement le change management qui était évoqué est intéressant parce que ça permet de faire maturer une organisation, mais par contre d'avoir des choses en parallèle très concrètes dans l'exécution. Parfait, merci beaucoup, merci messieurs. Merci beaucoup. Un dernier mot pour dire que donc nous avons une autre table ronde à 14h30 qui a pour thème automatisation et robotisation, table ronde à laquelle participeront l'excellent Bertrand Regnault, président du club des directeurs de la supply chain, Patrice Henrion, directeur général de Boa Concept, Benoît Cudel, qui est le senior partner consultant de Simco Consulting, et Delphine Jolet, qui n'est pas là, je ne sais plus qui la remplace, mais en tous les cas... Marie-Gilles Morin, non ? C'est Marie-Gilles Morin qui est la directrice supply chain de Miel. Miel ou Miel, je ne sais pas comment. Miel. Miel en allemand.
Voilà, donc soyez nombreux pour cette table ronde donc, qui démarre à 14h30 précise.